Fréjus travaille et se retrouve en pansant ses plaies. Le barrage a été littéralement éventré par les 50 millions de mètres cubes d'eau. Nous sommes le 2 décembre 1959 à Fréjus, dans le Var. Le barrage de Malpasset vient de céder. Les conséquences qui vont suivre vont faire de cet événement l'une des catastrophes les plus importantes et majeures qu'ait connue Fréjus. Avant de retracer la chronologie exacte des événements qui ont suivi, intéressons-nous à la construction et plus précisément aux études réalisées. Il y a eu de grosses négligences. L'étude de la roche a été faite par un seul géologue. Après seulement des simples études préliminaires qui ont été faites, ce dernier a conseillé la construction d'un barrage poids, et non d'une voûte mince. La différence entre ces deux barrages est la suivante. La voûte mince est la manière dont a été construit le barrage de Malpasset. Le géologue n'avait pas conseillé cette construction. Il souhaitait plutôt un barrage poids, qui, comme le montre ce schéma, est en forme de triangle, et ainsi peut résister à de plus grandes pressions hydrauliques. Bien sûr, plus la hauteur de l'eau à contenir est grande, plus l'épaisseur du barrage sera importante. Malheureusement, le géologue ne sera pas écouté et par la même occasion, il ne sera plus consulté. L'étude géotechnique se résumera à un levé géologique et à quelques sondages mécaniques du terrain. Il n'y aura donc presque aucun suivi géotechnique du chantier. On ne sait pas, ou du moins plusieurs études sont controversées aujourd'hui, pour dire si cette négligence pourrait être la cause de l'effondrement. Certaines disent que les crues causées par les précipitations sont responsables, et certaines annoncent très clairement la non-réalisation d'études sérieuses pour un projet aussi grand. Il est 21h à Fréjus. La vie est tout à fait normale. Depuis quelques jours, l'eau du barrage est haute en raison de précipitations météorologiques. À 21h13, c'est le drame. Des millions de mètres cubes d'eau sont libérés et foncent tout droit vers Fréjus. En plus de l'eau, des blocs de béton armé sont expulsés à des centaines voire des milliers de mètres, emportés par une vague de 50 mètres de haut. Les choses s'accélèrent à 70 km/h. C'est à 21h17, soit 4 minutes plus tard, qu'EDF enregistre une baisse de tension due à la destruction de pylônes électriques situés sur le chemin de passage de ce monstre hydraulique, qui détruit tout sur son chemin. Pendant les 10 minutes qui suivent, les vagues emportent les quelques fermes sur son passage, ainsi que les quelques maisons abandonnées. Elle est déjà coupable d'une dizaine de décès. Ce chiffre ne va cesser d'augmenter. C'est à 21h35, soit 17 minutes plus tard, que les habitants de Fréjus commencent à voir les premiers indices de la catastrophe. La ville est placée dans le noir complet. Le transformateur EDF vient d'être emporté. Il n'en reste rien. 5 minutes plus tard, les choses se précipitent, le flot atteint l'arène de Fréjus. On se rapproche du centre-ville et des 13 500 habitants que comptait Fréjus en 1959. La gare vient d'être touchée, il est 21h45, et les vagues ont envahi en même temps le quartier de Fréjus-Plage. Et c'est à cette heure, à ce moment précis, que les dégâts sont les plus grands tant du côté des infrastructures que du côté humain. C'est à 21h49 que l'autorail de Marseille-Nice est submergé. Les bâtiments s'écroulent, la population ne peut pas agir, la nature est plus forte. C'est enfin, à 21h50, 37 minutes plus tard, que la vague de 50 mètres de haut vient de rejoindre la mer. Le passage a été défiguré, on ne reconnaît rien. Les bâtiments publics, les immeubles, les maisons, les parcs, le port, rien n'a été épargné. Les jours qui suivent vont mettre en lumière nombre de ces bâtiments qui ont été emportés. 50 fermes ont été rasées, 13 500 hectares de terres agricoles inondées. C'est un désastre. S'ensuit un combat pour chaque habitant, pour avoir de l'aide. C'est alors que la Croix-Rouge de plusieurs villes viennent en aide aux sinistrés. La perte humaine est énorme. 423 personnes sont décédées, parmi eux 135 enfants de moins de 15 ans, et des dizaines d'orphelins sont maintenant livrés à eux-mêmes. On a entendu un grondement, comme si des trains roulaient. J'ai cru que c'était le vent, dit une jeune fille après avoir vécu une nuit terrible. Viendra en aide l'armée américaine, qui va contribuer au ravitaillement en eau et en nourriture, ainsi qu'une aide de la vaccination de la population. N'oublions pas, 64 ans après, l'enfer qu'ont connu 13 500 habitants
dans la nuit du 2 au 3 décembre 1959.